L'actualité américaine m'a conduit, chers téléspectateurs, à évoquer dans une émission précédente l'affaire des époux Rosenberg au cours des années 50. Eh bien, je vais continuer dans la même voie en évoquant cette fois ce que l'on a appelé la chasse aux sorcières que connaissent les États-Unis durant ces mêmes années 50 au plein cœur de la guerre froide. Cette chasse aux sorcières, il faut la replacer d'abord dans son contexte général. Au lendemain de la victoire de 1945, on peut espérer entrer dans un monde nouveau, pacifié. Or, dès les années qui suivent, eh bien, l'affrontement entre les deux super grands voit l'émergence de la guerre froide à partir de 1947. La rupture entre les deux blocs est consommée en 1947, en 1948 surviennent le coup de Prague et l'affaire de Berlin. Et puis ensuite, en 1949, la première explosion nucléaire soviétique pendant que se déroulent en Asie les guerres d'Indochine, puis bientôt de Corée, où les deux blocs vont s'affronter de manière indirecte. Alors dans ce contexte-là, l'Amérique se veut la championne de la défense du monde libre, du containment face à la menace soviétique. Alors c'est vrai sur le plan international, mais il faut mettre aussi en œuvre à l'intérieur cette politique. Il faut contrôler la situation aux États-Unis eux-mêmes pour éviter qu'une éventuelle cinquième colonne ne vienne affaiblir les capacités de résistance des États-Unis et du monde libre. Pour cela, plusieurs mesures vont être prises. On va contrôler de manière assez rigoureuse l'immigration en maintenant les quotas qui avaient été établis durant l'entre-deux-guerres. On va également s'intéresser de près à certains syndicats. Le mouvement syndical américain s'était divisé en deux branches. L'American Federation of Labor avait continué le syndicalisme traditionnel tel qu'il était apparu au XIXe siècle, et la CIO, apparue dans les années 30, elle avait adopté des positions beaucoup plus marquées, beaucoup plus extrêmes, au point d'adhérer à la Fédération syndicale mondiale, dont on savait qu'elle était une création de l'URSS. Elle quittera d'ailleurs cette Fédération syndicale mondiale dès 1949. Mais on va se préoccuper très vite des possibles infiltrations, des possibles tentatives de noyautage qui pourraient être engagées par les communistes ou les sympathisants ou les crypto-communistes. Et dès le début de 1947, un représentant de l'État du New Jersey et un sénateur de l'Ohio, tous deux républicains, Fred Hartley et Robert Taft, vont présenter au Congrès un texte qui sera adopté par 308 voix contre 107 chez les représentants, par 68 voix contre 23 chez les sénateurs. Et ce qui est remarquable, c'est que le président Truman, dans un premier temps, va opposer son veto à ce texte. Mais celui-ci sera voté une deuxième fois à la majorité des 2/3 et son application deviendra donc effective. Qu'y a-t-il dans ce texte, qui est déjà tout un programme? Eh bien, la grève sans préavis est interdite. Il faut observer une période de tentative de conciliation de 80 jours avant de commencer une grève. Et si le président juge que la sécurité nationale le commande, eh bien, il peut suspendre le droit de grève et s'opposer à la formation d'un syndicat considéré comme suspect. On voit là une régression très nette par rapport à la loi de 1935 qui, en pleine période rooseveltienne du New Deal, avait commandé les relations avec les syndicats.
En plus, on a retiré aux organisations ouvrières le privilège de l'embauche des travailleurs. Ce qu'on appelle la grève de sympathie, de solidarité pour une cause ou une autre est interdite, et le fait de refuser la négociation d'une convention collective est également interdite. Alors, tout cela montre bien dans quel climat on se trouve, au point que les responsables syndicaux doivent attester qu'ils ne sont pas communistes, doivent s'engager quant au fait qu'ils ne sont pas communistes et qu'ils ne sont pas partisans d'un renversement de l'ordre social par la violence. On le voit, on est dans un climat tout à fait différent de celui du New Deal des années 30, à l'époque où Roosevelt avait au contraire cultivé une culture du compromis avec les forces syndicales. Cela dit, les mesures qui ont été prises en 1947 ne seront pas remises en cause, même quand le Congrès passera à une majorité démocrate. En fait, à l'époque, tout indice de subversion communiste est surveillé de très près, et même la CIO, la branche la plus radicale du syndicalisme américain, lors de son congrès de Cleveland en octobre 1949, va rejeter les syndicats communistes ou suspectés de sympathie communiste. On verra même l'AFL et la CIO, les deux branches du syndicalisme américain, se retrouver pour soutenir la candidature du président Truman en 1948 et même pour fusionner de nouveau en 1955 sous la houlette de George Maney, qui est un leader syndical tout à fait anti-communiste. Alors, dans tout ce contexte, les choses vont se préciser à la fin des années 1940, qui sont dominées par la perspective des élections présidentielles de 1948. Harry Truman, qui a succédé à Roosevelt, on le sait, à la mort de ce dernier en 1945, qui n'était que son vice-président. Harry Truman va se présenter, mais il a affaire à de la concurrence. Son secrétaire d'État au commerce, Wallace, veut se présenter et réclame un retour à la politique rooseveltienne de faveur vis-à-vis de l'URSS, vis-à-vis de la Russie soviétique. Il faut compter aussi avec toute une mouvance intellectuelle regroupée au sein d'associations comme les citoyens progressistes d'Amérique ou les tenants de l'action démocratique pour l'Amérique, des gens parmi lesquels on retrouve Eleanor Roosevelt, la veuve du président défunt, ou Chester Bowles par exemple, des personnalités donc que l'on peut classer dans le camp dit libéral, c'est-à-dire en fait à gauche. La contestation des prises de position de Truman est assez forte, puisque Wallace par exemple lui reproche sa politique de containment anti-soviétique. Il annonce que cette politique va faire de l'Amérique la nation la plus haïe du monde. Il se prononce même contre le plan Marshall, car celui-ci favorise la création en Europe d'un bloc qui sera forcément perçu comme hostile par les soviétiques. Et de manière générale, il accuse Truman d'être manipulé par Wall Street et par l'armée. Truman, lui, qui ne s'est pas opposé à la loi Taft-Hartley dont nous avons parlé, doit compter bien sûr avec une opinion qui à l'époque est très anti-communiste dans le contexte du coup de Prague et du blocus de Berlin, et avec sur sa droite un autre candidat pour l'investiture démocrate, le sudiste Strom Thurmond, qui lui reproche au contraire de ne pas en faire assez en matière d'anticommunisme. Camp démocrate est divisé donc en trois avant la convention du parti, mais c'est Truman qui est finalement désigné comme candidat. Cela dit, on ne donne pas cher de ses chances. Les instituts de sondage qui commencent à apparaître lui promettent une défaite certaine. Et le candidat républicain Thomas Dewey, au moment de l'élection, est même donné comme vainqueur par certains journaux, jusqu'à ce que, contre toute attente, eh bien, Truman l'emporte, avec en plus les représentants de son parti démocrate majoritaire dans
dans les deux assemblées. Ça s'est joué à peu de choses, 34 000 suffrages en tout, et dans les États qui sont susceptibles de faire la bascule, on a eu ce scénario à plusieurs reprises ces dernières années lors des élections présidentielles américaines, mais en tout cas, Truman est élu. L'homme du containment, l'homme de l'anticommunisme, se voit confirmé dans son mandat présidentiel par les électeurs. C'est dans ce contexte-là que va se développer ensuite tout le courant que l'on va désigner sous le nom de McCarthyisme, puisque c'est un sénateur républicain, Joseph McCarthy, qui va s'en faire le porte-parole. Dès novembre 1946, pourtant, donc bien avant l'élection de 1948, Truman avait créé une commission temporaire pour enquêter sur la loyauté des fonctionnaires fédéraux. Il s'agissait de surveiller ou d'identifier ceux qui pouvaient avoir des sympathies pour le fascisme, mais ce n'était plus vraiment d'actualité à cette date, et surtout pour le communisme. L'attorney général publie à l'époque même une liste d'organisations suspectes de sympathie pour l'Union soviétique. Le FBI, qui a été créé en 1908 et qui est dirigé depuis 1924 par le célèbre Edgar Hoover, va se mettre également au travail, au lieu de lutter contre le banditisme, ce qui était sa mission à l'époque d'Eliot Ness ou de la Prohibition. Eh bien, il va maintenant chercher à identifier d'éventuels éléments subversifs. Rien de bien nouveau. Dès 1936, Roosevelt avait fait enquêter sur les sympathisants fascistes et communistes. Il avait demandé ce travail à Edgar Hoover, sans passer d'ailleurs par le Congrès. Mais donc le pouvoir avait depuis déjà un certain temps ce genre de préoccupation. En 1939, c'est ainsi qu'une directive avait été promulguée pour lutter contre l'espionnage, le sabotage et la violation des lois de neutralité à l'époque. Cela impliquait la censure du courrier, cela impliquait des écoutes téléphoniques, la pose de micros dans certains locaux, autant d'actions clandestines qui étaient mises en œuvre en dehors du pouvoir judiciaire. Tout cela confirmé en 1950 par la loi de sécurité intérieure qui augmente les pouvoirs du FBI. Puis en 1951, de simples doutes peuvent suffire pour décider la révocation de fonctionnaires suspects. Entre 1947 et 1953, 26 000 employés de l'administration fédérale vont ainsi faire l'objet d'enquêtes approfondies. 16 000 seront reconnus parfaitement innocents, 7 000 vont démissionner sous la pression et 739 seront révoqués. Il faut ajouter là, on s'en prend pas seulement aux communistes, mais aussi, dans certains cas, aux homosexuels et aux drogués. Alors, ça c'est l'action du pouvoir exécutif et du FBI. Du côté du Congrès, eh bien, dès 1938, une commission sur les activités anti-américaines a été constituée à la Chambre des représentants. Et elle va continuer à fonctionner une fois la guerre terminée. C'est en 1947 qu'est lancée toute une enquête sur les milieux du cinéma. C'est l'époque où Hollywood est suspect de sympathie communiste et certains grands noms sont mis en cause. C'est l'époque aussi, à l'été 48, de l'arrestation d'Alger Hiss, qui est un diplomate américain qui a été proche de Roosevelt au moment de la conférence de Yalta, qui ensuite a participé à la préparation de la conférence de San Francisco qui a vu la naissance de l'ONU. Eh bien, cet Alger Hiss, on va l'accuser de sympathie pro-soviétique, d'avoir appartenu au Parti communiste, et il sera condamné en janvier 50 à 5 ans de prison. Il sera condamné pour faux témoignage. Donc les chefs d'accusation restent quand même assez flous. Durant toute cette période, il y a un personnage qui joue un rôle important. C'est un représentant de Californie qui s'appelle Richard Nixon et qui est appelé à une grande carrière politique ensuite aux États-Unis.
dans un contexte, il faut le dire, où l'opinion américaine s'inquiète d'une éventuelle influence communiste sur les affaires du pays. La victoire de Mao Tse-tung, par exemple, eh bien, on accuse des milieux de sympathisants communistes au département d'État de l'avoir favorisé. Le fait que l'URSS dispose de la bombe atomique à la fin de 1949 est également considéré comme le fruit d'une trahison. Hein, on a arrêté en février 50 le physicien nucléaire Klaus Fuchs, et puis en juillet 50, c'est l'affaire Rosenberg qui explose. Donc on est dans un contexte général où on a tendance à voir des traîtres partout. C'est la conviction d'une bonne partie des Américains. À un moment, il faut le dire, où le Parti communiste américain représente très peu de choses. Hein. Il est passé de 43 000 membres en 1951 à 25 000 en 1953, et il pèse quasiment rien sur la vie politique du pays. Mais on pense découvrir son influence dans l'action syndicale, dans les milieux enseignants, dans les milieux intellectuels, dans certains médias, où se trouvent des gens nostalgique de la grande alliance américano-soviétique de la Seconde Guerre mondiale, et qui, au nom de préoccupations sociales diverses, éprouvent des sympathies pour l'URSS de Staline. Un contexte donc favorable à Joseph McCarthy, sénateur républicain du Wisconsin, qui, dans son discours de Wheeling en Virginie occidentale, en février 1950, va frapper très fort, puisqu'il dénonce l'influence communiste au sein du département d'État. C'est le début du McCarthyisme, qui va connaître son apogée entre 50 et 54 à Washington, dans la capitale fédérale, mais aussi dans tous les États des États-Unis, mais y compris aussi dans les grandes entreprises privées qui vont s'intéresser aux convictions de leurs différents collaborateurs. Hein. C'est l'époque où l'épithète libéral est vite traduite en communiste, le mot communiste revenant à évoquer un éventuel agent soviétique. C'est l'époque aussi où la délation est de règle. Hein. Inquiété, Edward Metrick, le producteur de cinéma, va dénoncer un certain nombre de ses pairs comme sympathisants communistes. On va voir Elia Kazan obligé de confesser qu'il a été communiste entre 1934 et 1936. Il y a des réactions, bien sûr. Arthur Miller réalise à l'époque ses Sorcières de Salem en 1953, où l'allusion là est limpide à la chasse aux sorcières qui est en train de se mettre en place. C'est l'époque où Charlie Chaplin décide de quitter les États-Unis pour revenir en Europe en 1952. Alors lui, son cas était d'autant plus suspect qu'il n'avait jamais pris la nationalité américaine. C'est l'époque aussi où on voit des cinéastes comme Jules Dassin ou Joseph Losey quitter les États-Unis. On va même aller très loin, puisque Dean Acheson, ancien secrétaire d'État, le responsable de la politique étrangère américaine, celui qui avait été indirectement à l'origine de la guerre de Corée, après que ces fameuses formules sur le périmètre de sécurité américain qui ne comprenaient pas la Corée du Sud, hein, eh bien, Dean Acheson, qui était un prof d'Algérie, est lui-même accusé, de manière abusive à l'évidence. Le général Marshall lui-même, qui a joué un rôle décisif pendant la guerre à la tête des armées américaines, eh bien, lui aussi est soupçonné par certains d'avoir lâché Chiang Kai-shek pendant la guerre civile chinoise. Mais en 1954, McCarthy va aller trop loin parce qu'il va s'en prendre à l'armée, et le Sénat va finir en décembre 1954 par le désavouer, et il mourra dans l'oubli en 1957. Quel a été le bilan de cette chasse aux sorcières ? Seuls les Rosenberg ont été condamnés à mort et exécutés. Un projet de loi de dénaturalisation des subversifs en 1952 n'a guère été suivi des faits. Il y aura 13 cas entre 1945 et 1956 en tout, et ça restera sans effet. Et puis la résistance s'organise, car le pouvoir judiciaire reste indépendant. Sur 130 mesures d'exclusion qui sont prononcées, 26
seulement seront appliquées, mais il y aura quand même des interdictions professionnelles et certaines personnes perdront leur emploi. Le cas le plus célèbre, c'est le milieu du cinéma, bien sûr, à la suite de cette affaire. L'esprit du macartisme va durer ensuite au cours des années 60 à la faveur de la guerre du Vietnam, mais il est quand même étroitement lié au contexte de la guerre froide, à l'époque où, en 1950, la loi McCarran organisait la lutte contre la conspiration communiste mondiale. On voit même en 1954 le Parti communiste mis hors la loi, même si la Cour suprême annule ensuite cette mesure. En fait, le macartisme a surtout servi le camp des républicains qui ont exploité au mieux l'anticommunisme alors dominant. Il s'indigne des 20 années de trahison qu'a connu le pays, ça veut dire les mandats de Roosevelt et de Truman. Ils vont être les principaux bénéficiaires politiques de tout cela, avec notamment l'élection de Dwight Eisenhower à la présidence en 1952 et d'une majorité largement républicaine en 1954 au Congrès. À cette date, McCarthy est devenu inutile et il va mourir oublié en 1957. J'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui M. Stéphane Quéclin qui nous propose un livre intitulé « La mort n'était pas au rendez-vous ». Foudroyé, tombé du ciel, perdu en mer, il s'agit de raconter des histoires tout à fait exceptionnelles de survivants bien inattendus. Et nous allons le voir, il n'y a pas là seulement de l'histoire anecdotique, puisque ces diverses aventures recoupent largement des épisodes majeurs de l'histoire du siècle passé. Alors, Monsieur Quéclin, vous êtes non pas historien, vous êtes journaliste, mais spécialisé dans la musique d'ailleurs, mais vous avez publié des livres consacrés à l'histoire de l'aviation, notamment Une légende du Baron Rouge, von Richthofen, chez Fayard, qui je pense est l'ouvrage de référence sur la question, et puis également un autre ouvrage consacré cette fois à Ernst Udet, qui est un aviateur allemand, moins connu que le précédent, mais qui n'en a pas moins eu une vie des plus aventureuses. Alors, la mort n'était pas au rendez-vous. Et alors, vous nous proposez une liste impressionnante de survivants inattendus, on peut dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à un tel sujet? J'avais comme survivant l'image d'Henri Guillaumet, vous savez, ce pilote de l'Aéropostale qui s'était craché dans la cordillère des Andes dans les années 30, et il avait bouffé de la neige, mangé de la charogne, il avait après dit « ce que j'ai fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait ». Alors évidemment, je ne l'ai pas conservé dans le livre, mais pour moi, c'était le survivant. C'est la référence. La référence. Donc j'ai toujours eu cette image en tête et eu envie de raconter un petit peu l'histoire de quelques personnages moins connus qu'Henri Guillaumet. J'ai essayé de prendre du connu et du moins connu, et ça m'a permis d'un petit peu de voir, parce qu'il y a l'avant, le pendant et l'après aussi qui m'intéressait, c'est faire des histoires complètes. Voir ce que sont devenus ces gens après l'aventure exceptionnelle qu'ils ont. Et j'en avais ciblé d'ailleurs une vingtaine d'histoires, mais je les ai réduites à 8 parce qu'à chaque fois, les recherches. C'est une question que je voulais vous poser. Comment avez-vous opéré la sélection? Parce que là, nous allons évoquer plusieurs figures tout à fait étonnantes, plusieurs histoires. Les histoires se sont imposées d'elles-mêmes. Vous savez, quelquefois le livre vous guide, vous commande, vous ordonne. Quelquefois, on n'est pas maître de soi-même quand on est écrivain. On est un peu guidé. Donc finalement, c'était des nouvelles. À chaque fois, les personnages que j'ai gardés avaient une relation avec la nation, avec la médiatisation avant la lettre. On n'appelait pas ça encore comme ça. Et donc, j'étais très intéressé par le fait d'étudier un petit peu leur parcours, avant, pendant et après, leur rapport avec les médias, avec les journalistes, avec leurs compatriotes, toujours dans des périodes très troublées, la guerre, la crise des années 30, le Japon lointain, avec les mouvements politiques et tout ça. Alors il y a des cas là tout à fait étonnants, rocambolesques, puisque dans votre introduction vous faites référence au personnage de
de Rocambole et à ses aventures extraordinaires, il y a notamment un certain Dalton, ce qui nous renvoie au fameux frère Dalton de Lucky Luke, bien connu de la population. Et alors, qu'en est-il de celui-là? Eh ben, effectivement, j'adore Goscinny et j'ai toujours adoré Lucky Luke, et je pensais que ça pouvait intéresser les gens de savoir que derrière les frères Dalton se cachaient de vrais personnages qui n'étaient pas obsédés par la nourriture comme Avril Dalton, mais Avril Dalton avait son double, un certain Emmett Dalton, qui a fait partie de la fameuse fusillade de Coffeyville. D'ailleurs, les Dalton n'ont jamais eu droit aux honneurs un petit peu du cinéma. Ils sont moins célèbres, moins légendaires que Jesse James ou Billy the Kid, mais grâce à Goscinny, on les connaît, toujours cassant des cailloux avec leur tenue rayée. Mais c'était des vrais personnages et qui étaient très intéressants, très violents, pas aussi sympathiques malgré leurs méfaits que les personnages de bande dessinée. Et en 1892, ils décident d'attaquer 2 banques simultanément dans leur village natal. Et les 3 frères sont tués et Emmett, lui, il a quelques 20 balles dans le corps. Et après, ce qui m'intéressait, c'est qu'il a une autre vie, c'est-à-dire qu'il va survivre, il va être condamné à passer pas mal de temps au pénitencier, et après, il va devenir scénariste de Hollywood, il va travailler pour Hollywood, rencontrer quelques grandes stars de la conquête de l'Ouest comme Wyatt Earp, qui lui aussi vit à Hollywood. Donc il y avait vraiment une vie après, une vie complètement miraculeuse, complètement surnaturelle et totalement insensée. C'était un peu inattendu. Non, il a vécu pratiquement 2 vies, effectivement. Après tous ces forfaits, il s'est reconverti donc dans l'épopée de l'Ouest. Après avoir fait un peu de fortune dans l'immobilier, vous voyez, il a une vie de financier, capitaliste et en même temps d'artiste. Il a écrit ses mémoires, il a participé à des films, il a même joué, on peut même voir sur YouTube quelques séquences d'un homme du désert. On le voit monter à cheval, il est déjà assez vieux et assez ventripotent, mais en fait il y a encore bien le fait de monter à cheval, et donc c'est un personnage très intéressant qui mourra dans les années 30 aussi, très bien assez vieux quand même. Comme quoi, avec un peu de chance, les braquages de banque, ça mène à tout. Voilà, exactement, mais lui n'a tué personne, on n'a pas réussi à lui mettre un meurtre sur le dos. Par contre, il a pris 20 balles de ses anciens amis d'enfance, parce que c'est ses anciens amis d'enfance de Coffeyville qui lui ont tiré dessus et qui ont tué ses frères, et après il est allé les revoir, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre avec, bien des années après, avec ceux qui avaient défendu la ville contre les malandrins. Ils se sont presque jetés dans les bras les uns des autres en disant « Ah, c'était le bon vieux temps, qu'est-ce qu'on se marrait ?» Voilà, c'était assez folklorique. Alors, il y a donc ce personnage, ce Dalton, qui est tout à fait surprenant. Alors, il en est un autre, c'est peut-être le plus connu des personnages que vous évoquez, c'est ce Louis-Auguste Syparis qui va survivre dans des conditions complètement incroyables à l'éruption de la montagne Pelée. Mais alors, c'est assez amusant quand vous dites connu, parce qu'on ne connaît rien de ce personnage, justement. Il y a des autres mais on connaît son histoire. On sait qu'il y a eu un survivant. Mais c'est vrai qu'en étudiant, alors j'ai pris le biais d'un musicien de jazz qui s'appelle Grégory Privat, que j'ai interviewé, qui lui est martiniquais, et lui il avait fait un disque qui s'appelle Tales of Syparis. Et je lui ai dit tiens, je vais essayer de rentrer dans cette légende par le biais de la chanson, de la musique. Et donc je me suis dit voilà, peu à peu, je voulais savoir aussi comment un martiniquais d'aujourd'hui considérait ce personnage historique. On pouvait dire qu'ils ont un peu honte de savoir que l'un des rares survivants plus légendaires était un voyou, un moins que rien, un type qui se bagarrait, buvait, draguait les femmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fini en tôle en mai 1902, qu'il a été enfermé parce qu'il y avait une bagarre au couteau, mais c'était un type très costaud qui aidait les marins à convoyer leur cargaison. Enfin, il avait, mais on ne se connaît rien de sa famille. Il est né comme ça, comme une herbe folle, comme tous les jeunes de cette époque-là. Et finalement, il a été enfermé au moment où la montagne Pelée est en éruption, et là, toute la montagne s'écroule. En 1902. 1902, exactement. Et là, il a été sauvé par l'épaisseur des murs. C'était un vrai cachot qu'on peut visiter d'ailleurs dans la ville de Saint-Pierre, parce que ça se passe dans la ville de Saint-Pierre. Lui, il était originaire de la ville du Prêcheur, qu'on appelait comme ça parce qu'il y avait un rocher au large qui était en forme de prêcheur, comme s'il priait le ciel, les nuages, et qui a disparu après l'éruption. Mais lui, il venait du Prêcheur, mais il a été enfermé dans la fameuse ville de Saint-Pierre, qui était on l'appelait le petit palais des Antilles, tellement c'était une ville glamour, avec des théâtres, avec une vie intellectuelle tout à fait conséquente. Qui a été complètement détruite. Complètement détruite comme une Atlantide. Avec une nuée ardente particulièrement meurtrière. Et lui, du fait de sa situation de prisonnier, il a réussi à passer au travers. Il réussit à passer au travers, et pendant pas mal de temps, on doute de
son existence. C'est-à-dire qu'un Américain, un explorateur, un journaliste américain, George Kennan, va voir un petit peu la Martinique et il a entendu parler de cet homme-là, mais personne ne lui dit ouais, on ne sait pas, il est peut-être à la Morne Rouge, on ne sait pas très bien où il est passé. Et en fait, c'est lui qui va le premier voir le survivant, le retrouver dans un dispensaire tenu par le père Jules Marie à la Morne Rouge. Il le trouve extrêmement brûlé, mais il est presque intact. Il a les cheveux un peu roussis, comme ça, mais d'ailleurs, il a été sorti de son tombeau vivant, les vêtements intacts. C'était un vrai miraculé, c'est-à-dire qu'il n'était pas extraordinairement touché et atteint par la chaleur intense qui a fait ce jour-là. Et alors après, justement, sa vie après, c'est aussi toute une histoire. Ah oui, c'est une vie parce qu'effectivement, les cirques Barnum l'ont repéré et ont décidé. Alors le cirque Barnum, c'est un peu de tout et n'importe quoi. Il prétendait qu'il avait engagé l'ancienne gouvernante du général Custer qui aurait eu 170 ans. C'était une fake news, comme on dit maintenant, complètement faux. Mais enfin, donc le personnage le plus réel finalement qu'il ait présenté, c'est Syparis, en mimant un petit peu la montagne pelée, en faisant une espèce de spectacle qui a tenu un certain temps avant que le spectacle ne finisse par décevoir le public et par lasser le public. Et là, il a été viré. En plus, il y avait une charte absolument draconienne chez Barnum. Il ne fallait pas boire, il ne fallait pas draguer de femmes, il fallait vraiment se tenir bien. Alors, donc Syparis, lui, il a effectivement... Il était retombé un peu dans ses travers. Et là, il a été viré et il est mort dans la misère bien plus tard. D'accord. Et alors, ce cirque Barnum, avec cette attraction-là, est-ce qu'on l'a vu en Europe ou c'était seulement aux États-Unis? Non, on ne l'a pas vu en Europe. C'était seulement aux États-Unis. Ça a duré très peu de temps. C'est-à-dire que ça n'a pas duré très longtemps. Parce que, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de choses à présenter, à part finalement les 30 000 morts de l'éruption de la montagne pelée qui étaient mis en avant comme un truc extraordinaire. C'était un événement qui avait considérablement marqué l'opinion à l'époque. Alors, il y a un autre personnage tout à fait étonnant, c'est Roy Sullivan. Oui. C'est l'homme qui a tiré la foudre. Oui. Alors, qu'en est-il de ce personnage? Lui, c'est un ranger. Vous avez retrouvé sa trace dans la vallée de la Shenandoah. Oui, en Virginie. Au nord-est des États-Unis, en Virginie. Ah oui, c'était un parc national. Et lui, il rêvait, évidemment, il adorait la nature, il rêvait d'être dans ce parc. Alors, ce parc, il faut savoir qu'il a été vraiment conçu dans les années 20-30 pour donner du travail dans cette période de crise. Il y avait le New Deal. Donc, là, beaucoup d'ouvriers allaient dans le parc Shenandoah pour faire la route du ciel, la Skyline. Et Roy Sullivan a travaillé à l'élaboration de cette route. C'était pendant la ségrégation, il y a eu des noirs pendus. Enfin, c'est un parc qui est marqué, évidemment, par le combat américain, par le racisme américain, la ségrégation. Lui-même était un noir. Non, Roy Sullivan était un blanc. C'est un blanc. Un blanc. Mais justement, on peut imaginer, si on fait un petit peu de la psychologie, que Dieu s'est vengé un petit peu des horreurs qu'il y a eu dans ce parc. Effectivement, lui, il a été marqué par ces horreurs-là, parce qu'il a vu, effectivement, la ségrégation. C'était un parc où il y avait une zone pour les noirs, une zone pour les blancs, et lui, il est arrivé dans les années 30 comme ça, il a travaillé à l'élaboration de cette ségrégation, jusqu'au moment où elle s'est arrêtée, et c'est à ce moment-là où il est sur vous savez, ces espèces de petites tours de chasseurs, il surveille avec des gilets jumelles, et la première fois, il est frappé par la foudre. Il ne sait pas, évidemment, qu'il sera frappé plusieurs fois par la foudre, et alors les journalistes commencent à s'intéresser à lui, et là, c'est le drame d'un homme qui va presque aller au bord de la folie, parce qu'il faut savoir que les 7 fois où il a été frappé par la foudre, 7 fois, c'est pendant au moins 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire qu'il n'est pas frappé tous les 2 jours. Il est frappé une fois, après il remène une vie normale, il se marie parce qu'il a eu plusieurs épouses. C'est un homme qui avait quand même une santé sexuelle absolument conséquente, et donc il a eu plusieurs épouses, il a eu des enfants, donc il a mené une vie normale jusqu'au moment où il était frappé 10 ans plus tard d'une nouvelle fois, quand il conduisait un camion, il avait une fenêtre ouverte, après il était dans un mirador quelconque, dans une tour, il était de nouveau frappé, et à chaque fois il avait les cheveux qui brûlaient et tout ça, et peu à peu ses patrons commençaient à avoir peur. C'est-à-dire, il y a une séquence effectivement où son patron se balade avec lui et il voit les nuages avancer et il dit à Roy Sullivan, écoute, j'ai des choses à faire, je te verrai plus tard, parce qu'il commençait à avoir peur. Les gens avaient peur. Alors, il y avait des groupies qui étaient fascinés. Il y a toute une organisation presque mystique qui s'est organisée autour de lui. Oui, bien sûr.
Et lui, il a peu à peu, il est allé vers la solitude jusqu'au drame final. Oui, parce qu'il se suicide. Oui, il se suicide à la fin. On a pensé que sa femme, Patricia Morris, avait appuyé sur le canon du fusil. Elle a été soupçonnée un temps de l'avoir tué, mais en même temps, il y avait un peu des rapports très sadomaso entre eux, d'excitation. Enfin, c'est très intéressant cette histoire. Oui, et on a une explication ou un début d'explication à ce fait tout à fait exceptionnel de quelqu'un qui est ainsi la cible de la foudre de manière répétée. Aucune explication. Je sais que ces chapeaux de Texans et un peu ces affaires comme ça ont été exposés dans des musées comme quoi, parce qu'il y avait des trous sur ces Stetson texans, enfin de Rangers. Et donc il a été exposé, mais on n'a aucune nouvelle. On sait simplement qu'à la fin de sa vie, il vivait dans une cabane, dans une roulotte, entouré de paratonnerres. Donc il était complètement parano. Il avait très peur des nuages, totalement parano. Il a même affronté un ours. Il a une vie, il est entré dans une espèce d'atmosphère presque irréelle, presque fantomatique, où même les ours lui en voulaient. Il est entré dans une autre zone. Il faut dire que ce genre d'expérience, ça ne facilite pas les choses non plus en matière d'équilibre mental, complètement, évidemment. Hein. Alors il y a un autre personnage un peu particulier que vous évoquez, c'est le chat du Bismarck. Ah oui. Sam, ça c'est une histoire là aussi complètement étonnante. Le Bismarck, c'est le cuirassé qui va être coulé par les Anglais en 1941, après avoir envoyé par le fond lui-même le cuirassé Hood. Et là, il y a un épisode, une anecdote qui évidemment est passée à côté des préoccupations des grands historiens de la marine classique, mais c'est une histoire également étonnante. Alors je suis parti sur cette piste-là, parce que on l'appelle Sam l'insubmersible, et en fait il aurait été un chat, après le fait que le Bismarck était écoulé, on a retrouvé un chat vacillant sur un vague radeau comme ça. Il y a d'ailleurs un tableau de cette scène qui est dans une galerie anglaise qui a été peinte par une artiste femme, et donc on voit un chat avec son pelage noir et blanc, très, très, très mignon. Donc j'ai fait une enquête, je suis parti là-dessus, et puis finalement je pense que c'est faux, c'est un mythe complètement, parce que le chat après serait passé de bateau en bateau, à chaque fois les bateaux coulaient, et puis il aurait fini sur une lande irlandaise au pied d'un marin qu'il aurait racheté. Mais on n'a pas de tombe, on n'a rien, on n'a pas de. Finalement, on n'a pas. C'est-à-dire que le chat, l'animal est une page blanche, c'est pas lui qui raconte ses mémoires, évidemment. Et donc, en étudiant ça et en approfondissant cette histoire, je suis tombé sur Simon, qui lui est un vrai chat. Et lui, il a été ramassé dans les poubelles de Hong Kong en 1949, et il a été transporté clandestinement dans une frégate anglaise, l'Améthyste, qui avait été d'ailleurs chargée d'aller sécuriser l'ambassade anglaise à Nankin, parce qu'il y avait un affrontement entre l'armée chinoise républicaine et les communistes. Et donc, en remontant les Yangtze-Kiang, cette frégate se retrouve sous le feu ennemi, c'est une batterie communiste qui le bombarde, le commandant est tué et le chat se survit, comme dans les dessins animés, il est tout noir, il sort des décombres complètement noirs, complètement comme ça, et il y a le marin s'occupe de lui. Là, il y a un nouveau commandant qui arrive, qui n'aime pas beaucoup les chats, et qui dit, mais pourquoi vous vous occupez de ce chat? Foutez-le par-dessus bord. Et il veut pas, et non, il vous dit, vous savez, ce chat pourrait servir, parce qu'il y a des rats qui sont en train d'empuantir l'eau, de la polluer, les hommes sont malades, ils ont besoin d'eau fraîche, les chats sont en train de bouffer de la nourriture, si on veut s'en sortir, il faut que le chat nous aide. Et là, il envoie le chat dans les cales du navire, le chat n'est pas encore tout à fait rétabli, et il va se battre et débarrasser la frégate de tous les rats. Alors ce qui est assez amusant, c'est que le chef des rats, les marins l'appellent Mao Tse-tung, parce que c'est un gros rat comme ça, c'est un rat épouvantable, un peu absolument très. Et le petit chat va l'affronter, et après, pour ses faits d'armes, il aura la médaille Deakin. Alors ça, c'est aussi un autre truc que je raconte. La médaille Deakin, créée par une infirmière anglaise en 1943, au moment où Londres, juste après que Londres ait été ensevelie sous les bombardements nazis, et donc elle avait décidé, elle a bien vu que les chats, les chiens, les chevaux aidaient les secouristes à découvrir les morts sous les décombres, et donc elle avait décidé de créer une médaille pour tous les animaux ayant un comportement héroïque pendant la guerre. Et donc ce petit chat a eu la médaille Deakin, qui après sera vendu $43 sur eBay, et bien des années après. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais enfin, son héroïsme avait de la valeur. Toujours dans cette Seconde Guerre mondiale, il y a aussi une histoire absolument hallucinante, c'est celle de ce Japonais
qui va survivre aux 2 explosions nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki des 6 et 9 août 1945. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait stupéfiant. Ah oui, Tsutomu Yamaguchi, effectivement, même que James Cameron avait l'idée de faire un film avec lui, il a renoncé pour des questions, parce qu'il disait, soit je fais Kubrick, soit je fais un grand film avec beaucoup de moyens, et sinon je ne le fais pas. Il venait le voir d'ailleurs à la fin de sa vie à l'hôpital. Effectivement, Tsutomu Yamaguchi, il vivait à Nagasaki, et à l'époque, il était designer chez Mitsubishi, c'est-à-dire qu'il s'occupait un petit peu de dessiner les bateaux, et pendant la guerre, juste à la fin de la guerre, il est envoyé en voyage d'affaires avec deux collègues à lui, comme pour aller travailler à Hiroshima. Hiroshima, il est très surpris quand il arrive, parce que Hiroshima n'est pas tellement frappé par les bombardements, il y a un beau ciel, la ville a l'air de vivre un petit peu à l'écart de la guerre, et donc ils vont s'installer près du chantier naval et commencer à travailler. À un moment donné, il y a des avions américains qui arrivent, alors là, ils se planquent tous, mais ils vont bombarder le port juste à côté, mais pas Hiroshima. Ils se demandent pourquoi Hiroshima est laissé tranquille, alors qu'il y a quand même des ateliers de bateaux, il y a quand même une base militaire, c'est très curieux. Et en fait, on sait très bien que les Américains ont gardé Hiroshima intacte pour pouvoir mesurer les effets de la bombe atomique plus tard. Donc il ne fallait pas la bombarder, il fallait la garder intacte pour essayer de la bombarder. Et c'est évidemment le beau temps qui va décider les Américains à bombarder Hiroshima. Alors là, il décrit, il arrive dans le champ de pommes de terre et il se dirige vers son bureau. Et là, il voit 2 petits parachutes qui tombent et il y a une bombe. Alors là, c'est le cauchemar. Effectivement, la noirceur, la pluie de cendres. Il racontera ça dans ses interviews. Et chose étonnante, il n'est pas mort sur le coup. Mais il va rejoindre de manière paniquée le train parce qu'il a peur pour sa famille, évidemment. Donc il n'a qu'une idée, c'est de rejoindre Nagasaki, sans savoir que quelques jours plus tard, Nagasaki... Sa famille était à Nagasaki. Voilà, sa famille était toujours à Nagasaki, sans savoir que plus tard, Nagasaki sera à son tour touché quelques jours plus tard par la bombe atomique, et il sera dans le bureau de son patron en train d'essayer de le convaincre de ce qui s'est passé à Hiroshima, parce que les Japonais sont dans le déni. Quand vous étudiez la presse de l'époque, ils disent oui, il y a eu un petit bombardement à Hiroshima, c'est pas très bien, il y aurait pas mal de morts. Enfin bon, ils ne mesuraient pas un petit peu l'ampleur de la catastrophe. Que dans la perception, je crois qu'ils mettaient ça un peu sur le même plan que les bombardements de Tokyo du mois de mars précédent, qui ont fait davantage de victimes. D'ailleurs, les bombardements avec tapis de bombes, là, c'était différent. C'est ce qui peut expliquer cette incertitude. Et donc lui, il essaie de convaincre son patron, parce que son patron, c'est un bureaucrate idiot. Il dit mais vous êtes en retard, là, mon ami. La bureaucratie japonaise continue de marteler le pointage de ses employés. Elle dit ceux qui seront en retard seront licenciés. C'est absolument absurde. Ça m'a amusé de faire ce contraste entre la catastrophe, le pays qui sombre, et la bureaucratie imbécile japonaise. Et donc là, il y a de nouveau une nouvelle bombe. Là, il s'enfuit de nouveau. Et là, il vit dans une ville, Nagasaki, complètement détruite, avec des maisons abattues, des gens qui errent, des fantômes qui errent complètement hagards. Et lui, il est avec sa famille, puisqu'il a eu un fils aussi, Katsutoshi, qui vit et essaie de s'en sortir avec sa femme qui doit ramener de l'eau, essayer de trouver de la nourriture parce qu'il manque de nourriture. Évidemment, et sa femme sera infectée par la pluie noire à ce moment-là. Mais ils vivront encore longtemps parce qu'ils seront infectés par des cancers. C'est les Japonais, ils ont un côté très résistant, les Japonais. Et donc, il va essayer de faire reconnaître le fait, parce que déjà, pour faire reconnaître une fois qu'on a été touché par la bombe atomique, c'était très dur parce que les Japonais avaient honte de tous les citoyens qui avaient été irradiés par la bombe atomique. Donc, ils les cachaient, ils les mettaient sur le tapis, ils ne voulaient pas les voir. Alors, un personnage qui dit qu'il a été touché 2 fois, irradié 2 fois par 2 bombes atomiques, ça a été très dur, et c'est vers la fin de sa vie qu'il va enfin pouvoir finalement bénéficier de droits qui lui reviennent et d'être considéré comme un double atomisé. Et il va vivre jusqu'à quand? En 95 ans, il meurt dans les années 2010, il meurt pratiquement de vieillesse. Pratiquement de vieillesse. Mais il avait quand même de cancer, il avait... en étant exposé. Et sa famille va lui ordonner de se taire pendant longtemps, parce que sa fille lui dit, tu sais, si tu veux plaider contre les armes atomiques, mais si tu dis que tu as été touché par 2 armes atomiques, les gens vont croire que les armes atomiques c'est pas très dangereux, c'est pas grave. Donc elle lui interdit de tout, et c'est à la mort de son fils Katsutoshi qu'il va enfin libérer sa parole, aller plaider à l'ONU contre les armes nucléaires, et il est devenu un ambassadeur de la paix formidable. Et c'est un personnage très touchant qui m'a beaucoup ému, moi. Ah bah oui, c'est une histoire vraiment
vraiment tout à fait étonnante parce que survivre à 2 explosions nucléaires et puis aux différents effets, il aurait pu être aveugle du fait de l'effet lumineux, emporté par l'effet de souffle, brûlé par l'effet thermique, et puis il a subi les effets radioactifs, mais en réussissant à survivre. Hein. C'est un cas tout à fait extraordinaire. Alors il y a un autre personnage que vous évoquez aussi qui est intéressant, c'est Richard Hillary, qui est un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Alors celui-là aussi, il est passé au travers dans des conditions tout à fait étonnantes. Là, je reviens dans mon domaine de prédilection, c'est-à-dire les pilotes de chasse. J'adore les pilotes de chasse, je ne sais pas pourquoi, c'est une passion depuis très longtemps. Effectivement, Richard Hillary, j'avais lu le Dernier Ennemi il y a longtemps, parce que je lisais à l'époque tous les grands textes sur l'aviation, le Grand Cirque de Pierre Klosterman, et je lisais évidemment le Dernier Ennemi avec une préface d'Arthur Koestler qui était son ami. Effectivement, il a été abattu pendant la bataille d'Angleterre et il a été précipité dans la Manche, brûlé très très gravement, et là il était dans l'eau et il a essayé on l'a repêché et finalement la rééducation a été très très douloureuse et il a eu la chance d'avoir un magnifique infirmier, un médecin qui l'a soigné et qui avait remarqué que les pilotes qui tombaient en mer pouvaient être soignés à cause de l'eau salée. Alors au lieu de passer de l'acide tannique sur le visage, comme on faisait autrefois, il les trempait dans un bain d'eau salée pour essayer de résorber les cicatrices dues aux brûlures. Et ça marchait très fort. Et alors là, il a une deuxième vie, effectivement. Il va aux États-Unis un petit peu, il rencontre Merle Oberon, qui est la grande actrice comédienne qui tournera Les Hauts de Hurlement. Il a une aventure absolument fabuleuse avec elle, comme beaucoup d'aviateurs. Il vit une vie, encore une fois, de star, parce que et après il commence à écrire Le Dernier Ennemi, encouragé par Saint-Exupéry, qui lui aussi était aux États-Unis à ce moment-là. Vous voyez, il arrive, il déboule, alors que c'était un jeune bien né de la haute société londonienne, qui aurait dû faire une carrière dans le commerce. Et là, brusquement, son accident, sa mésaventure le propulse dans le milieu littéraire et artistique. Alors, il faut signaler que vous racontez aussi l'aventure d'une jeune fille qui vivait à l'origine en Argentine et qui s'est retrouvée à bord du Titanic. Oui. Qui a survécu au naufrage et puis qui était abonné à ce genre de drame puisqu'on la retrouve sur d'autres bateaux qui eux aussi vont faire naufrage. Donc c'est une naufragie à répétition, mais qui va mener au bout du compte une longue vie puisqu'elle mourra en 1971. Oui. Une vie de survivante parce qu'avant les naufrages, elle manque de mourir de maladie, parce qu'à l'époque évidemment son père avait eu beaucoup d'enfants, sa mère aussi, et donc elle était dans une famille où ses frères mouraient de fièvre, de scarlatine, enfin de tout ça, de typhoïde, et elle a eu la typhoïde, elle a failli déjà mourir, et donc sa mère, pour que le père meure aussi, sa mère donc s'engage sur les grandes lignes comme hôtesse, sa mère ayant des problèmes de santé ne peut plus, et du coup sa fille, Violette Jessop, prend la suite, et là s'engage sur les grandes lignes, la White Line Star, qui est la ligne du Titanic, et après évidemment, comme après le Titanic, il y a la guerre de 14, elle s'engage sur un bateau hôpital, et là c'est encore plus dangereux, il y a plus de risques encore de couler avec le bateau, et là elle a effectivement, elle vit des aventures absolument incroyables. En mer Égée, au large des Dardanelles. Alors merci Monsieur Koechlin pour ce travail remarquable. La mort n'était pas au rendez-vous, donc publié par les éditions Vuibert. Merci. Merci.